Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue sur Saga Africa, votre rendez-vous mensuel dédié à l'Afrique et aux Africains, du nord au sud et d'est en ouest, comme ça on est sûr d'oublier personne. Alors pour commencer, je vous propose de découvrir le quotidien d'Abdelaziz Diop, un Sénégalais très sympathique qui vit au Maroc depuis un bon bout de temps déjà. Alors entre le Sénégal et le Maroc, c'est une longue et belle amitié, on ne vous apprend rien. Entre Abdelaziz et son pays d'accueil, c'est carrément une histoire d'amour, mais je ne vous en dis pas plus, regardez. Casablanca s'éveille et s'agite. C'est une journée comme Abdelaziz les aime. Arrivé au Maroc en 2008 pour ses études, ce jeune cadre d'origine sénégalaise travaille pour Banzai, l'une des agences de conseil en communication les plus en vue du moment. Alors que ses parents le destinaient à une carrière en sciences politiques, Abdelaziz s'est découvert davantage d'affinité avec les relations publiques, sans doute plus adaptées à son tempérament. En près de 4 ans, il a réussi à se faire une place dans l'entreprise et à bâtir une solide réputation auprès des clients dont il s'occupe. Alors, je suis consultant en communication institutionnelle et je prends soin des marques institutionnelles. On a beaucoup de clients, on a un portefeuille assez diversifié à l'agence avec des clients immobiliers, des clients qui sont dans le retail, des clients dans l'industrie du luxe. Et moi, particulièrement, je m'occupe des clients institutionnels, c'est-à-dire ceux de grandes entreprises qui sont dans des secteurs plutôt un peu complexes, dans les mines surtout. Et donc voilà, j'accompagne ces clients sur plusieurs problématiques de communication, élaboration de rapports annuels, accompagnement dans la communication financière et corporate. Ici, on travaille beaucoup et dans le rush, mais on finit toujours par s'adapter. C'est le métier qui veut ça. Nous, on a un impératif de réagir assez rapidement, de proposer des réponses pertinentes dans un délai très court, ce qui crée du stress. Mais jusqu'à présent, tout se passe bien. Patient et à l'écoute, Abdelaziz entretient de très bons rapports avec ses collègues. Le terme ami serait même plus approprié, comme en témoigne Iman. La première fois où j'ai rencontré Aziz, c'était il y a 1 an, quand j'ai rejoint l'équipe de Banzai. J'ai eu l'impression que c'était un garçon plutôt timide, plutôt réservé. Mais au fil des projets, au fil du temps, quand on a commencé à travailler ensemble et à collaborer sur certains projets spécifiques, je me suis rendu compte que c'est plutôt tout l'inverse. C'est un garçon très créatif, extraverti, simplement adorable et surtout qui adore ce qu'il fait. Il est vraiment passionné par son métier, par la communication. Et je pense qu'il se plaît vraiment au Maroc et à Banzai plus spécifiquement. Et j'ai souvent l'impression qu'il est peut-être un peu plus casablancais que moi. Dynamique, Abdelaziz se donne entièrement à son activité mais n'occulte jamais l'aspect humain de son travail. Pas de résultats sans cohésion et pas d'épanouissement si l'on ne prend pas soin les uns des autres. Voilà en gros sa philosophie. Travailler au quotidien avec Aziz, c'est très agréable. C'est quelqu'un d'intelligent, de généreux. Il n'a aucun problème à partager ce qu'il connaît et il a beaucoup d'attentes. Il attend qu'on lui apporte des choses, qu'on lui donne de l'information, qu'on lui partage avec lui notre savoir-faire, nos expériences. Et lui, en retour, comme je vous ai dit, il est très généreux, donc il n'hésite pas à donner le meilleur de lui-même. Pour moi, Aziz, c'est comme un soldat qui ne laisse personne derrière lui. Il y a quelques temps déjà, il avait arrêté de fumer. Et dans la foulée, il a entraîné avec lui 5 ou 6 personnes qui aussi, au fil du temps, ont aussi arrêté de fumer. Il les a entraînés aussi avec lui quand il a décidé de faire du sport. Et maintenant, on se retrouve avec une bonne partie de l'équipe qui vit plutôt dans de bonnes conditions et de manière très saine. Dès ses premiers mois au Maroc, Abdelaziz a été séduit par la diversité culturelle du pays. Un pays qui a su le mettre à l'aise et lui faire d'étonnantes rencontres. Je pense que c'est une grande richesse que de connaître l'autre comment est-ce qu'il vit. Et je suis plutôt curieux et j'ai envie de connaître l'autre. C'est-à-dire, je suis ouvert à la communauté locale, aux Marocains. J'ai beaucoup d'amis marocains, tous mes collègues, je les aime beaucoup. Mais aussi, j'ai des amis qui viennent d'Europe, qui viennent d'autres parties du continent africain. Donc c'est assez diversifié en tout cas. Mes fréquentations sont très diversifiées. Donc, ce qui me permet aujourd'hui de connaître beaucoup de choses,
sans bouger de là où je suis. Ce que peu de gens autour de Abdelaziz savent, c'est que son grand-père fut le premier ambassadeur sénégalais au Maroc. Feu Babacar Seye a mené ses fonctions dans les années 60, comme le montrent ses photos prises à l'époque. De son séjour ici, il garde à lui aussi des souvenirs forts. C'est comme s'il avait pavé en fait le chemin pour moi. Après 8 ans, je me sens vraiment chez moi ici. Et d'ailleurs, chaque fois que dans mes interactions avec les locaux, quand je leur dis que je suis sénégalais, voilà, la réponse ou la réaction est toujours la même. Bienvenue, on est des frères, le Sénégal et le Maroc c'est la même chose, on vous aime beaucoup et c'est réciproque. Quand il cherche de l'inspiration, c'est au 5e étage de Banzai qu'il vient se poser. Cette pièce, aux allures de salle de jeu, est un peu son sanctuaire. Ce qui me passionne le plus dans ce job, c'est les problématiques. On n'est pas sur les problématiques, on va dire, faciles à implémenter. Donc on se casse beaucoup la tête. Mais j'aime beaucoup ça. Et surtout, en fait, le livrable, l'output, c'est ça qui me... Je pense que c'est l'une des choses que j'aime le plus dans le métier, dans mon boulot en tout cas, c'est l'output, c'est-à-dire avoir un intrant, c'est-à-dire que le client me donne un brief et que au bout de 2 semaines, 3, en fonction de la problématique encore une fois, que je ressorte avec une réponse pertinente et que le client reconnaisse les efforts et qu'il adhère en fait à cette recommandation. Aujourd'hui, exceptionnellement, notre cadre finit plus tôt. Mais avant de partir, un lunch break s'impose. C'est avec Iman qu'il va partager son repas dans un restaurant situé près du bureau où ils ont leurs habitudes. Iman et Abdelaziz ont pratiquement commencé en même temps dans l'entreprise. À présent, chacun gère ses propres clients. Débriefing sur les dossiers en cours, échange d'opinions, projets, aspirations, mise au point. Tout est mis sur la table. Ça permet de progresser d'un côté comme de l'autre. Seul sujet de divergence, leur régime alimentaire respectif. Si Abdelaziz fait très attention à sa ligne, Iman, elle, se permet volontiers quelques écarts. Bien sûr, des goûts et des couleurs, on ne discute pas plus de 3 minutes, et c'est avec plaisir qu'ils se retrouvent aux Frères Gourmets entre midi et 2, jusqu'à 4 fois par semaine. Je connais Iman depuis 3 ans et demi. J'ai intégré la boîte en novembre 2013, et elle, 1 mois après, en décembre 2013. Et depuis lors, on est devenus de très bons collègues et limite de très bons amis. Entre eux, pas l'ombre d'une rivalité professionnelle. Les aptitudes sont équivalentes, tout comme les fonctions. La compétition n'a absolument pas sa place ici. On se conseille du mieux qu'on peut, on s'aide si possible et le tour est joué. On a pratiquement le même poste. On est dans le conseil stratégique, mais chacun de nous a ses propres clients. Donc du coup, on n'intervient pas dans le travail de chaque personne. Ceci dit, on peut demander conseil l'un à l'autre, interagir dans certains comptes pour trouver plus de solutions, apprendre de son expérience, etc. En cas de besoin, je sais que Aziz il sera toujours là et lui aussi il sait que je serai toujours là. C'est-à-dire au-delà des collègues, on est de très bons amis, donc forcément en cas de besoin, on sera là l'un pour l'autre. C'est le moment de partir. Chacun doit vaquer à ses occupations. Enfin, si l'on veut. Comme tous les Casablancais, qu'ils soient d'origine ou d'adoption, Aziz adore sa ville et trouve beaucoup de plaisir à s'y promener pour en découvrir les trésors architecturaux. Son hobby, photographier les immeubles art déco pour ensuite les sublimer à l'aide de filtres vintage. Dans ces vieilles bâtisses, il a su trouver une certaine poésie et connaît même leur historique par cœur. Entre ruelles et avenues, l'ancien côtoie le moderne et donne ce mélange propre à Casablanca. Les allers-retours se multiplient. Il faut trouver le bon angle et surtout la bonne lumière pour obtenir un rendu intéressant. Beaucoup de gens trouvent que Casablanca est une ville stressante, mais moi je trouve pas qu'il y a du stress, je trouve juste que c'est une ville qui bouillonne, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup d'interactions, bon souvent il y a beaucoup de klaxons, beaucoup d'embouteillages, mais bon c'est les conséquences de son caractère métropolitain. Mais c'est une ville qui est vivante, qui est très chaleureuse. J'aime bien prendre des photos d'immeubles anciens, des immeubles qui sont d'influence art déco ou art nouveau. Donc on parle d'immeubles qui sont là depuis les années 15, 1915 pour être plus exact. Et j'aime bien prendre ces immeubles en photo parce que c'est assez riche et aujourd'hui on n'a plus la chance de voir de vestiges architecturaux aussi intéressants à regarder, intéressants à analyser.
C'est généralement les week-ends qu'il s'adonne à ce passe-temps. Armé de son téléphone, il jauge, compare, agrandit et n'hésite pas à revenir s'il le faut. Les photos sont ensuite postées sur son compte Instagram où ses amis peuvent apprécier son coup d'œil. Derrière cet engouement pour l'architecture, une raison plutôt sentimentale. Et surtout, il y a une chose, c'est que certains immeubles me rappellent aussi Saint-Louis, qui est la ville natale de ma mère. Après la visite du vieux Casablanca et de ses monuments, vient l'heure des courses. Abdelaziz a ses adresses. Pour ce Sénégalais initié très tôt aux spécialités saint-louisiennes, acheter du poisson est une affaire un peu plus sérieuse. Au marché central, il arrive à satisfaire ses exigences. Les marchands le connaissent et lui proposent d'emblée leurs meilleures pièces. Ici, on ne rigole pas avec la qualité. Son choix se portera sur le temps arrivé ce matin, mais avant de partir, passage, c'est le vendeur de fruits. Pas très adepte des grandes surfaces, il préfère s'approvisionner ici. Abdelaziz croit aux vertus d'une alimentation saine. Ce n'est plus un secret pour personne, puisqu'au bureau comme chez lui, la malbouffe est proscrite à 90%. Le fait d'habiter à quelques minutes du marché lui permet de faire ses emplettes au jour le jour, ce qui constitue un gage supplémentaire de fraîcheur. L'après-midi touche presque à sa fin. Il faut à présent se préparer pour le WOD, un mot connu des initiés seulement. 17h, direction le Cercle à Bourgogne, un club de gym spécialisé en crossfit. Abdelaziz s'y rend pour des sessions d'1 heure en comité restreint. Ici, on se dépasse, on sue, on souffre même, mais pas question de baisser les bras. Pour tenir le coup, on se motive mutuellement. Abdelaziz a découvert le crossfit presque par hasard. Après quelques séances, il a accroché et vient désormais 5 fois par semaine pour l'entraînement du jour, appelé WOD. C'est une discipline qui est variée. Tous les jours, on ne fait pas les mêmes choses. Chaque fois, il y a le coach concocte une petite recette qui émane de chacun de ses groupes sportifs. Donc un peu d'haltérophilie, un peu de gymnastique et un peu de conditionnement métabolique. Et c'est des exercices fonctionnels en fait. C'est des exercices qui te permettent d'affronter les aléas de la vie quotidienne. Ça demande beaucoup de mental et d'endurance. Mais on le fait en fait pour ça, parce que c'est un dépassement de soi. Et en fait, ça m'aide en fait dans la vie quotidienne. Saut, traction, pompe, levée de poids. Dans l'enceinte du cercle, on est en mode militaire pour gagner en force. Je trouve que Aziz est très appliqué dans ce qu'il fait. Donc, c'est-à-dire qu'il vient déjà régulièrement à la salle, très régulièrement. Et ensuite, il va toujours privilégier la qualité du mouvement plutôt que la quantité. Et c'est ce qu'on apprécie énormément dans ce sport, dans le crossfit. Donc c'est vraiment bien. Et quand il vient, il va déjà tout de suite se préparer mentalement à ce qui va l'attendre. Donc il y a beaucoup progressé là-dessus. Niveau amélioré, endurance maximisée et surtout des liens tissés entre partenaires de sport. Ça fait pratiquement 4 mois que je m'entraîne avec Aziz. C'est quelqu'un de très gentil, très sympa, qui est très actif durant son entraînement. Il persévère toujours, il donne toujours le meilleur de lui-même. À Casablanca, Abdelaziz ne vit pas seul. Il partage l'appartement avec son petit frère Mustapha et son cousin Babacar. Une chance pour ces 3 inséparables qui ont su reproduire la même ambiance qu'à la maison. Abdelaziz a toujours pris à cœur son rôle d'aîné et c'est encore plus vrai en l'absence des parents. Comme lui, ces 2 cadets ont opté pour des études au Maroc, ce pays ami à proximité du leur, et ils s'y plaisent plutôt bien. J'ai fait une formation que je viens de finir aujourd'hui. C'est une formation en assistance technique, une formation en assistance technique. Alors, je viens de le finir aujourd'hui. Je trouve que vraiment le Maroc, c'est un beau pays. Les gens sont bien et tout. Alhamdoulilah. Et qu'on dit marhaba bikoum. Ils sont très ouverts avec les Sénégalais et ça, c'est vraiment chaleureux. Ouais. Mustapha, le plus réservé du trio, travaille dans le marketing pour le compte d'une multinationale informatique. C'est son premier poste. La différence d'âge entre lui et Abdelaziz n'est pas très grande et leur parcours académique présente pas mal de similitudes. Je suis arrivé en 2011, fin 2011, donc juste après le bac. J'ai un master double diplomation de l'école supérieure internationale de gestion, la même qu'Aziz. Le Sénégal me manque parfois, mais on a l'habitude de rentrer souvent pendant l'été. Si la plupart du temps, Mustapha et Babacar se dévouent pour faire à manger, Abdelaziz n'hésite pas à donner un petit coup de main quand ses horaires le lui permettent. Et en attendant que ça cuise, on poursuit la partie d'échecs. Vu que j'habite avec mon frère, mon cousin, je me sens pas seul du tout.
Quand je rentre à la maison, c'est comme si je retrouve ma famille en fait. Donc, mon frère, on a grandi ensemble. Et pareil pour mon cousin, parce qu'on a une famille plutôt soudée, même avec les cousins germains, on a une relation plutôt fraternelle. On se voit beaucoup pendant l'année. Mais bon, moins depuis que je suis là en tout cas. Mais chaque fois que je rentre en vacances, par exemple, on se retrouve comme avant. Donc ça se passe super bien actuellement. 8 ans déjà. 8 ans d'expérience, de découvertes, de rencontres, d'émotions et de coups de cœur dans cette ville où Abdelaziz a décidé un jour de poser ses valises. Une métropole survoltée, folle, généreuse qui a pris le jeune homme sous son aile et l'a très vite conforté dans son choix. Dakar ou Casablanca, à ses yeux, il n'y a plus vraiment de différence. Dakar, Casablanca, c'est un peu la même chose en effet. Voyons maintenant ce que vous allez penser d'Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. On vous amène cette fois sur les traces de 2 jeunes Marocains installés là-bas. Alors entre coup de cœur et messages forts, Marwan Jebbar et Rania Ouazani Chahadi nous font découvrir leurs habitudes, leurs endroits préférés et tout ce qui fait que c'est Abidjan et nulle part ailleurs. Avec plus de 4 millions d'habitants, Abidjan est l'une des villes les plus peuplées de l'Afrique de l'Ouest. La capitale économique de la Côte d'Ivoire, également appelée Petit Paris par ses habitants, abrite environ 4000 Marocains sur son sol. Commerçants, entrepreneurs ou employés dans le privé, tous ont trouvé ici un terrain favorable à leurs activités. Si certains sont arrivés à la fin des années 60, d'autres ont grossi les rangs de la communauté au début des années 2000. Marwan, lui, s'y est installé en 2012. Très calé en technologie, il a créé la première entreprise du pays spécialisée en drones. L'idée a porté ses fruits et ce jeune businessman s'est vite retrouvé à commercialiser ses gadgets dans toute la région ouest. Je suis arrivé en Côte d'Ivoire un peu par hasard, parce qu'à la base c'était pour des vacances, mais après quand je suis venu ici, je commençais un peu à visiter la ville, faire un peu de connaissances. C'est là où j'ai découvert que vraiment il y a beaucoup d'opportunités à saisir ici et j'ai pris finalement la décision de créer ma structure ici. Parce que j'avais l'idée à la base de créer une structure, mais je n'étais pas trop positionné. Est-ce que je devrais le faire au Maroc? Est-ce que c'était en France? Mais finalement j'ai choisi la Côte d'Ivoire. Pionnier sur le marché, Marwan fabrique, vend et répare ses appareils utilisés dans l'événementiel, la surveillance ou encore dans l'industrie agricole. Aidé de sa petite équipe, ce geek assumé est tout sauf un patron conventionnel. Chaque décision est prise en groupe et tout le monde est encouragé à mettre son grain de sel pour le bien de la boîte. On peut dire qu'on est la seule société dans l'Afrique de l'Ouest carrément qui opère dans le domaine des drones. Alors on est carrément sur la fabrication des drones sur mesure, sur un cahier de charge. On traite avec beaucoup de sociétés. On est aussi le seul prestataire ou la seule société qui fait de la réparation de drones et la formation en pilotage, que ce soit pour les professionnels ou les amateurs. Quand je dis professionnels, c'est dans plutôt le secteur de la cartographie, le secteur agricole, la sécurité, le secteur médical aussi. Alors aujourd'hui, c'est l'activité phare de la société. On a beaucoup d'autres activités, mais l'activité phare aujourd'hui, c'est vraiment le modélisme et la fabrication et la réparation des drones. Le fait que ma sœur vit ici en Côte d'Ivoire depuis quelques années, ça m'a facilité un peu, que ce soit l'étape de la prospection, parce que je ne connais pas vraiment le marché ivoirien. Il m'a expliqué un peu comment ça marche ici. Il m'a même aidé pour toucher certains clients, parce que quand même, il connaît des sociétés ici. Mais vraiment, j'avais besoin de quelqu'un qui connaît très bien le pays, que ce soit pour axer ma stratégie de communication, que ce soit pour, adapter, ma manière d'approcher la clientèle, pour toucher la clientèle ivoirienne. Marwan appartient à la catégorie des jeunes entrepreneurs marocains venus en Côte d'Ivoire pour sortir des sentiers battus. Exit la restauration ou l'artisanat, bonjour aux services high-tech et autres dérivés. J'ai remarqué juste après les visites que Sa Majesté a effectuées ici en Côte d'Ivoire, alors ça a encouragé encore plus que ce soit les investisseurs ou les jeunes entrepreneurs marocains à venir soit s'installer, soit venir tâter un peu le terrain ici en Côte d'Ivoire pour voir est-ce que c'est possible d'investir. Et finalement, je pense que ça a marché. Je me sens comme chez moi.
comme si j'étais au Maroc. C'est vrai qu'il y a le côté famille qui nous manque un petit peu, les parents, la famille. Mais franchement, à partir du moment où on commence à avoir des amis, on commence à échanger avec les Ivoiriens, vraiment, on est dans un esprit de fraternité. On ne sent pas la différence entre le Maroc et la Côte d'Ivoire. Moi, je peux dire que c'est mon deuxième pays. Je me sens bien ici et je compte y rester, tout simplement. Bien intégré dans son deuxième pays, il en a vite pris les habitudes. Invité à nous montrer l'un de ses endroits préférés, Marwan a choisi de nous conduire à Grand Bassam, ce lieu touristique classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et qui a fait l'objet d'une attaque terroriste en 2016 et très vite devenu un symbole fort. Accompagné de son épouse Saint-Tiche, le jeune businessman a voulu nous faire découvrir cette plage où il passe la plupart de ses week-ends. Mer, soleil et sable chaud, le coin a tout pour plaire. La région de Grand Bassam, c'est une région vraiment, on va dire, touristique. Il y a beaucoup d'hôtels, beaucoup de restaurants. Il y a des endroits où on peut trouver carrément des produits artisanaux, ivoiriens à 100%. Vraiment, c'est comme une station balnéaire en fait. Alors si on a envie de passer le week-end, il n'y a pas mieux que... C'est à même pas 15 minutes d'Abidjan. Maintenant, il y a l'autoroute, à 10 minutes même carrément, on peut être ici. Le cadre est idyllique et la bonne humeur règne un peu partout. C'est comme s'il ne s'était jamais rien passé ici. Et même si quelques arbres portent encore l'impact des balles tirées par les terroristes, la vie a fini par reprendre ses droits. C'est un endroit, on peut dire, un peu spécial pour moi parce que ça symbolise un peu la paix en Côte d'Ivoire. Vu les derniers, on va dire les derniers attentats qui ont eu lieu ici sur la plage, alors malgré tout ça, on voit toujours les gens, ils sont partout, ils profitent de leur week-end sans aucun problème. C'est pour en fait dire qu'on n'a pas peur de terrorisme et la vie continue toujours. C'est un endroit vraiment qui m'inspire et à chaque fois que je viens ici, ça me rend heureux en fait. Pour Marwan, comme pour tous ces individus, se rendre à Grand Bassam est synonyme de résistance. Résistance face à la folie et à la haine qui peuvent parfois animer certains. Apparemment, les assaillants ils sont rentrés par la porte, par derrière. Après, il y avait des clients ici, ils ont commencé à tirer un peu sur tout le monde. Moi, je n'étais pas ici, mais voilà, ils ont commencé à tirer un peu sur tout le monde. Il y avait des gens qui nageaient sur la plage aussi, ils les ont abattus. Et après, ils se sont dirigés vers l'autre hôtel où il y a eu l'Étoile du Sud, où il y a eu encore plus de morts. Et forcément, ça a touché tout le monde parce que c'est aujourd'hui, que ce soit pour la communauté marocaine, que ce soit pour la française, que ce soit pour toutes les autres communautés, si on a décidé de s'installer en Côte d'Ivoire, c'est parce que c'est un pays de paix, c'est parce qu'on vit en fraternité avec nos frères ivoiriens. Alors quand on voit quelque chose qui touche la Côte d'Ivoire comme ça, bah forcément ça fait mal au cœur. C'est comme si ça touchait notre propre pays, c'est la même chose. Moi, ma femme est ivoirienne, alors c'est comme si ça a touché ma propre famille, c'est la même chose. C'était quand même difficile à vivre. Mais aujourd'hui, quand on voit tous ces gens, ils sont assis, ils profitent de leur week-end, alors on peut dire que le message des Ivoiriens aujourd'hui, c'est un message un peu fort. C'est que tout le monde dit qu'on n'a pas peur du terrorisme. Vivre à Abidjan, c'est succomber à ces multiples tentations culinaires. Ici, la nourriture occupe une place de choix dans le quotidien des gens. Chaque fois qu'il est de passage dans les environs, le couple en profite pour s'approvisionner au Bambou, un restaurant à spécialité locale. Des établissements comme celui-ci sont nombreux en périphérie. On les appelle des maquis car la plupart d'entre eux sont construits en plein air. Les plats achetés cet après-midi seront servis à la rupture du jeûne. Saint-Tiche s'informe du menu du jour avant de passer commande. Son choix se portera sur les bananes plantains, la purée de maïs et une soupe de poisson. Le couple alterne entre gastronomie marocaine et ivoirienne. Les compromis commencent à table. Quand il a envie de manger marocain, je cuisine marocain. Et on mange plus ivoirien que marocain. Parce qu'il adore la cuisine ivoirienne. Merci beaucoup. Merci, à la prochaine. Bonne journée. Au revoir. مرحبا نهار كبير هذا تفضلوا معنا. Alors comme d'habitude, on a improvisé une petite rencontre avec les amis. Alors chaque soir, pratiquement chaque soir, on aime recevoir nos amis pour déstresser un petit peu. On passe une journée de travail et tout. Alors voilà, ici on s'assoit un peu, on parle un peu de tout et de rien, histoire de rigoler et échanger un petit peu. Le thé est servi dans les règles de l'art sous l'appréciation des invités. Notre ingénieur a aussi des talents de conteur insoupçonnés.
Ces posages sont l'occasion de revenir sur des choses ou des événements qui l'ont marqué à son arrivée dans le pays. J'entends là, je me réveille direct. Je me suis fait beaucoup d'amis ici en Côte d'Ivoire, surtout à Abidjan. On va dire du côté, parce qu'il y a le côté travail aussi qui nous oblige chaque jour à faire des connaissances. Il y a aussi le côté social, qu'on sort, parfois on joue au football, parfois on joue au basket, parfois parfois quand on sort pour faire des courses, pour acheter, je sais pas, je me rappelle le jour où j'ai acheté ma voiture par exemple, le monsieur qui m'a vendu la voiture, jusqu'à aujourd'hui, on est toujours amis. Alors ce qui est bien ici en Côte d'Ivoire, c'est qu'on peut se faire des amis dans 3 minutes, c'est facile, les gens sont tellement sociables, ils sont tellement chaleureux que c'est pas compliqué. J'ai bien aimé le Maroc, surtout il y a une ambiance conviviale, surtout l'heure du thé. Je suis allé à Rabat, j'ai pris le train de Casa à Rabat, je crois que c'est 1h45. Et j'ai une anecdote, c'est que dans le train, je parlais avec un ami à moi, et une dame qui me dit « Vous êtes ivoirien ?» Je dis « Oui, comment vous savez ?» Elle dit « Non, l'accent et le style vestimentaire, jeans déchirés, boucles d'oreilles et tout, mais bof, c'était un truc qui remonte à quand même 10 ans. » Nouveau passage par la cuisine où Marwan met volontiers la main à la pâte aux côtés de sa femme. Pas question de rester les bras croisés pendant qu'elle s'affaire, les tâches sont réparties équitablement. Il a rencontré Saint-Tiche via Internet quelques mois après son installation à Abidjan. Entre eux, le courant, ou plutôt la connexion, est très vite passé. Chacun a découvert la culture et l'univers de l'autre et c'est évidemment autour de toute cette richesse que s'est construite leur relation. Au niveau des familles aussi, les rapports sont au beau fixe. L'un des changements majeurs quand je me suis mariée avec Marwan, ça a été ma conversion à l'islam. Voilà, parce que je devais réapprendre une nouvelle religion. Je devais apprendre le ramadan, qui n'est pas du tout facile. Le fait de jeûner et de manger qu'à 18h, 18h30, ça n'a pas été du tout facile. Au départ, il faut reconnaître que j'ai eu juste un peu peur, mais comme on dit, quand il y a l'amour, on fonce, on se dit qu'avec l'amour, on peut arriver, on peut dépasser les frontières. Donc je me suis dit que c'est vrai, c'est une appréhension, mais ça va passer, ça va juste passer. Le fait de connaître la personne, de savoir, de connaître l'amour que cette personne te porte, on peut surmonter tout avec ça. Ça peut dépasser les frontières en fait. On a un peu peur, mais finalement quand la rencontre s'est passée, il n'y avait aucun problème. Franchement, je peux dire que j'ai eu de la chance. Quand il y a un amour dans la vie de couple carrément, je pense que c'est juste un petit détail. Après, le reste, on peut le dépasser facilement. Et c'est la vie du quotidien. On commence à apprendre et à comprendre et à s'adapter avec l'autre, tout simplement. Bonjour, bienvenue en Côte d'Ivoire, Aqaba, marhaba bikoum. Vous allez m'accompagner pendant quelques jours dans mon quotidien de Marocaine de Côte d'Ivoire. Je suis Rania Ouazani et venez vivre l'aventure avec moi. Dans le cadre de mon travail, je m'occupe un petit peu de leur présenter l'établissement et de les accompagner dans les démarches, que ce soit concours, Campus France, jusqu'à la demande de visa. On va aller dans une salle de classe pour que je puisse leur présenter un petit peu le parcours et le partenariat. Suivez-moi. Rania est native d'Abidjan. À l'instar de ses frères et sœurs, cette charmante demoiselle a grandi ici. Elle travaille pour le compte d'une école supérieure française dont elle gère le recrutement d'élèves depuis quelques années. Le Maroc, Rania ne le connaît qu'à travers les vacances qu'elle y a passées. Sa vie est ici. Après des études en France et un passage au Sénégal, elle est revenue au Bercail. Recruter des élèves, c'est leur expliquer les avantages à étudier dans une école et les orienter en fonction du cursus qui les intéresse. Maintenant qu'on a expliqué aux étudiants qu'on est de retour à HETEC pour leur présenter nos programmes, donc les programmes du groupe Subdeco La Rochelle et surtout le concours qui arrive prochainement, je vais installer un stand pour qu'ils puissent me rejoindre et poser leurs questions individuellement. J'arrive par exemple chez un partenaire
je commence à installer un petit peu mon stand avec tout ce qui est documentation sur l'école. Beaucoup souhaitent compléter leur formation par un diplôme étranger, mais très peu savent comment s'y prendre. C'est à ce moment que Rania intervient, information et expérience à l'appui. Elle connaît chaque procédure sur le bout des doigts et n'a généralement besoin que de quelques minutes pour convaincre. Il y a déjà une grande affluence autour d'elle, des jeunes âgés de 18 à 22 ans. Certains sont intéressés par des licences, d'autres par des masters. Rania prend le temps de répondre à toutes les questions, d'apaiser les doutes et de créer des vocations. Coach aussi, jusqu'à la demande de visa, le dossier de visa, etc. On fait tout ensemble. La journée terminée, Rania peut à présent faire quelques emplettes avec sa sœur. Cette pâtisserie libanaise est l'une de ses adresses préférées. J'aime bien venir ici parce que bon, c'est pas loin de chez moi. Et puis c'est quand même un endroit qui est agréable, le personnel est sympa. Donc on vient, on fait nos petites courses rapidement. L'avantage c'est que quand on n'a pas le temps, on appelle, on précommande et puis c'est vite fait, on gagne du temps. De temps en temps, on veut faire un petit peu plaisir à la famille, donc on passe à pistache et chocolat, prendre quelques pâtisseries, quelques viennoiseries pour un peu accommoder la table familiale. Bon Ramadan à vous. Merci. Merci, au revoir. Après ça, passage obligé par la boutique des parents située au cœur du quartier marocain d'Abidjan. Le père de Rania est commerçant. Résidant en Côte d'Ivoire depuis 1985, il a tout vécu avec sa famille. Du coup d'État militaire de 2000 à la destitution de l'ancien chef d'État Laurent Gbagbo en 2011. Entre conflits, tensions et reconstruction du pays, les Ouazzani n'ont pas chômé. Malgré des périodes difficiles, la tribu a tenu bon et a su s'adapter à tous ces changements. Aujourd'hui, là, même mes lunettes sont mouillées. Ce magasin qui rappelle les bazars des Médinas concentre plein de souvenirs, surtout pour Rania qui y passait beaucoup de temps après ses cours. À la base, on faisait de l'électroménager. Donc du coup, quand j'étais petite, je venais souvent au magasin avec mon père. Il me disait, tu viens me donner la chance pour vendre. Mais du coup, quand il y a eu la guerre, c'est vrai qu'on a été touchés, on a tout perdu. Et donc mes parents, ils ont un petit peu réfléchi à qu'est-ce qu'on pouvait faire pour relancer un petit peu l'activité. Donc là, en fait, on est les seuls à la rue 12, donc cette rue commerçante marocaine, à vendre de ce type de produits-là. C'est vraiment le coin familial, voilà. Donc il y a vraiment une deuxième activité en dehors de la maison qui se passe ici. Gandoura, Cherbil, Fès, tous ces articles sont très prisés par les Ivoiriens. Bénéficiant d'un certain monopole dans le quartier, le père de Rania a vu ses affaires redémarrer doucement mais sûrement après les conflits de 2011. En plus de son activité professionnelle, il est également représentant de la communauté marocaine sur place et secrétaire général à la Chambre de commerce. Je suis en Côte d'Ivoire depuis 32 ans. Je suis venu à l'âge de 18 ans. Maintenant, j'ai 50 ans. Après quelques années, je suis rentré, je me suis marié. Ma femme est venue avec moi. Et on a eu nos enfants. Tous les 5 enfants qu'on a eus, ils sont nés ici. Ils ont grandi ici, ils ont fait leurs études ici. Donc, on vit ici. Notre vie, c'est ici. Il y a des gens qui sont venus, ils ont passé 48 heures, 72 heures, ils sont rentrés. Il y a des jeunes qui sont venus ici, là, ils ont pleuré, ils ont fait des choses, mais ils sont rentrés, mais il y a des gens qui sont restés. Nous, on est restés. Quand on reste ici, là, à un moment, c'est fini. On ne peut plus s'en passer. Je pense qu'en fait, au Maroc, il n'y a pas mieux. Mais ici, là, on est déjà ici. Là, ça fait 32 ans que je suis ici. Peut-être à la retraite, je vais rentrer au Maroc, mais je ne suis pas prêt pour la retraite encore. La retraite attendra en effet. À cette heure, ce qui importe à Ouazzani Chahdi, c'est de veiller sur les siens et mener à bien les tâches qui lui ont été confiées. Pour ces enfants, qui n'ont pour ainsi dire connu que la Côte d'Ivoire, rentrer au Maroc n'est pas non plus d'actualité. Ils aiment leur pays, sont fiers de leur culture, mais leur réalité, elle, est ivoirienne. Invité chez les Ouazzani, on est agréablement surpris par le cadre et l'ambiance de la maison. Comme chaque soir depuis le début du Ramadan, tous se retrouvent ici pour partager le repas et les nouvelles de la journée. Donc là, je viens de rentrer, c'est presque l'heure de la rupture. Donc là, toute la famille est un petit peu en train de se préparer, se changer, faire les ablutions, etc. Ensuite, on va prier, on va faire ftour, et puis tout le monde ira à la mosquée pour les tarawih. Autour de la table, les parents de Rania, sa sœur cadette Zineb, son époux Abdou
et les 2 derniers de la fratrie, Sheima et Si Mohamed. Aucune saveur du pays ne manque à l'appel. Même à des milliers de kilomètres de Fès, les Ouazani trouvent le moyen de reproduire un ftour d'origine. Vraiment, c'est le point de rassemblement. Il y a les parents, donc c'est plutôt les sœurs qui viennent à la maison et on le fait vraiment en famille, dans une atmosphère conviviale. Puis, alhamdoulilah, tabarakallah, à la maman, vraiment, on a le choix, on a vraiment un vrai ftour marocain. Donc, c'est vraiment... on se sent au Maroc. تنحاولوا ما امكن تيجي هاد المناسبات بحال هكا نحاولوا نزرعوا في وليداتنا ديك التقاليد اللي حنا كبرنا عليها. واخا حنايا في البلاد الغربه تنحاولوا ما امكن حتى هما وليداتهم يعلموهم هاد الشيء العادات ديالنا باش من يبقى ديما داكشي مستمر ديال العادات ديالنا ان شاء الله لا يقطع هذا. Amateurs de tendance, c'est à vous que s'adresse cette partie puisque c'est de mode que l'on va parler à présent, de mode africaine plus exactement, avec l'un de ses ambassadeurs les plus en vogue. Pathé Ouedraogo est originaire du Burkina Faso, mais c'est d'abord en Côte d'Ivoire qu'il s'est fait connaître. Aujourd'hui, sa griffe est célèbre sur tout le continent vu qu'il habille de nombreux chefs d'État. Nous sommes allés à sa rencontre, histoire d'en apprendre un peu plus sur le personnage et sur toute la passion qui l'anime. Trècheville, avenue 19, rue 22. Presque tout le monde à Abidjan connaît cette adresse et surtout son occupant. Surnommé le styliste des chefs d'État par les médias, Pathé Ouedraogo s'est hissé au sommet de la mode africaine, devenant l'un des créateurs de vêtements les plus prisés. Dans cet atelier, regroupant plus d'une cinquantaine de tailleurs, modélistes et autres apprentis, le couturier crée des modèles qui se distinguent par leur originalité et leur coloris. Comme il se plaît à le dire, en Afrique, on n'a pas peur des couleurs, on les arbore fièrement parce que c'est culturel. Pathé Ouedraogo a commencé le métier très jeune, de manière artisanale. Aujourd'hui, il est à la tête de plus d'une vingtaine de boutiques sur le continent et c'est loin d'être fini. J'ai commencé en 1969. Moi, j'étais vraiment trop petit. Bon, donc, de 69 à maintenant, je ne fais que ce métier. Nous habillons tout le monde. L'objectif, c'est d'habiller quand même toute l'Afrique. Hein. Mais les chefs d'État, comme c'est les plus médiatiques, c'est nos modèles en fait. Donc, quand ils viennent ici, bon, c'est... Et puis, c'est qu'on fait leur plaît. Donc, ils adorent ça, donc c'est ça. Sinon, nous ne faisons pas uniquement que pour les chefs d'État, nous habillons tout le monde. Mais bon, s'ils viennent, c'est une bénédiction pour la maison. Ils sont médiatiques, ils sont les modèles, donc voilà, on n'est pas mécontent de les habiller. On ne compte plus les sommités qui se sont succédées dans son showroom pour faire l'acquisition de ces tenues. Parmi elles, le roi Mohamed VI, dont le passage a laissé un souvenir très fort dans ce quartier. Même si c'est un quartier qu'on dit quartier populaire, le roi, le grand roi, le plus respecté des rois, est venu jusqu'ici. Donc pour nous, c'est plus que la mode, c'est plus que la couture, c'est très symbolique parce que le fait qu'ils viennent jusqu'ici, ça veut dire qu'ils considèrent même les plus petits. Et ça, être grand et considérer les détails, c'est pas tout le monde. Donc je pense qu'il a une vue en tout cas très, très haut par rapport à pas mal de personnes. Voilà. Donc ça nous a fait vraiment plaisir. Tout le quartier d'ailleurs est sorti. Alors le roi, malgré que la sécurité, il marchait dans la rue, il voulait marcher dans la rue. Voilà. Donc ça veut dire qu'il est dans le peuple, quoi. Il n'a pas peur d'être avec nous. Ça, c'est vraiment important pour nous. Pas de doute, la mode, c'est toute la vie de Pathéo et de son staff. Dans cet atelier, chacun donne le meilleur de lui-même et s'active au succès de la marque. Ici, l'étoffe a une histoire et c'est avec beaucoup de respect qu'elle est manipulée, découpée et stylisée pour façonner des créations reconnaissables entre mille. On dit que l'habit ne fait pas le moine, mais il joue certainement sur l'humeur de celui ou celle qui le porte. Voilà pourquoi le styliste n'hésite pas à jouer sur les tons, les coupes et les superpositions. Quand on veut s'habiller, il ne faut pas s'habiller triste. Il faut s'habiller éclatant, il faut s'habiller comme on veut. Hein. On s'éclate dans ses vêtements. Voilà. Donc presque toutes ces couleurs, presque toutes est couleurs assez vives. Voilà. Une couleur, 2 couleurs, 3 couleurs, 4 couleurs. Ouais, c'est très beau. Hein? Ce n'est pas avoir peur de couleurs. Vous voyez, les couleurs sont... Il y a plusieurs couleurs sous cette robe, mais les couleurs se marient et on la porte et c'est pas ridicule. Quand on la porte, c'est élégant. Bonjour mesdames. Bonjour. Bonne arrivée.
Ça fait plus de 10 ans que je viens ici. Et je l'ai connu à travers la presse, et quand je voyais aussi les tenues que le président Mandela portait, donc, et surtout les autorités de ce pays, donc ça m'a plu. Voilà, et que j'ai commencé, et depuis je suis satisfait. Ce que j'aime, ce sont les tissus, la qualité des tissus, et aussi le modèle qu'il fait. Quand on envoie, par exemple, nous-mêmes on envoie les pagnes, donc le modèle qu'il fait aussi, ça plaît. Pathé Ouedraogo sait qu'il peut compter sur le professionnalisme de ses collaborateurs. Chef d'atelier, son frère Léon est aussi là pour veiller au grain. Chaque réalisation, chaque confection est vérifiée au fil près. Le métier est dur, mais on le fait avec patience et passion. Moi, je suis avec M. Pato depuis 30 ans. C'est un métier qui me plaît, donc j'espère que je vais continuer à faire ça jusqu'à pendant longtemps. Comme je suis chef d'atelier, c'est pas facile. Mais souvent, c'est difficile. Il faut être souvent rigueur pour être avec les gens. Bon, souvent c'est difficile, mais il faut être patient pour attendre avec des personnels. Tout ce que tu veux, il faut les montrer. Je fais tout. Que ce soit ensemble, ou bien pantalon, ou bien chemise, je fais tout. Dans la journée, les va-et-vient se multiplient entre l'atelier et le showroom situé juste en face. Quelques tenues finies sont exposées, le reste est envoyé dans les autres points de vente. On vient ici pour trouver son bonheur et on repart presque toujours les bras chargés. C'est bon? C'est bon. Elle est belle, hein? Oh. Ça, c'est les cartes. Il veut prendre aussi l'ensemble, là. Est-ce que ça, c'est ma taille? Oui, ça, c'est ça, c'est ta taille, il n'y a pas de problème. Peut-être juste reprendre un peu la longueur. C'est juste 2 minutes, ça ne prend pas grand-chose. Tu peux vérifier pour moi. Parmi ses plus belles rencontres, Pathé Ouedraogo compte le président Nelson Mandela, un homme des plus modestes qui avait su le mettre à l'aise dès les premières minutes et lui prédire un grand avenir. Quand je l'ai rencontré pour la première fois, je n'avais pas l'impression d'avoir rencontré un chef d'État, mais un papa ou quelqu'un que je connaissais. Vous voyez? Quand je l'ai vu, il a su que j'étais un peu... J'avais le trac. Et tout de suite, il a touché ma tête. Puis il a attrapé ma main gauche. Puis on est sorti du jardin. Puis on a commencé à marcher. Vous imaginez ça? Parce que les chefs d'État, vous savez, c'est un barrage, c'est-à-dire une barrière. Et lui, il n'a pas mis cette barrière-là. Puis on a commencé à parler. Puis ça m'a fait quelque chose de dire qu'il y a des gens qui sont grands, plus sont simples. Voilà, ça m'a mis en confiance. Voilà. Et puis on a fait, après à la fin, il m'a dit comme ça, l'Afrique de demain appartiendrait aux créateurs de richesses. Ça, c'est fait à la main. Tout le pain, c'est du pain fait à main. C'est de façon d'Anfani. C'est un pain tout à fait fait main, avec des franges. C'est fait par bande. Le tissu, c'est tissé à la main, par bande. Et puis, bon, le brodé et tout ça, bon, ça donne une robe de sortie. On peut sortir avec, c'est magnifique comme robe. Pour juger du produit final, le styliste enchaîne les séances d'essayage et va même jusqu'à improviser des défilés éclairs. Ces mannequins occasionnels ont l'habitude. Ils savent que la séance se prolongera tant que Pathéo ne sera pas satisfait à 100%. Avec les défilés qu'on fait, on a les modèles partout, sur les réseaux sociaux, tous les réseaux. Ensuite, même les images qu'on peut trouver sur Google, tout le monde. Donc, ils peuvent d'abord, des fois, les gens nous commandent par couleur. J'ai vu une Pathéo ou bien un ensemble Pathéo. Voici, ils nous envoient la couleur et le modèle. Donc, c'est aussi facile puisqu'on connaît le modèle. Bon, soit si on n'a pas le tissu, on refait le tissu, on reproduit le tissu et puis on refait le modèle à la taille de la personne et puis on expédie. Les essayages finis, place à une visite d'un autre genre. On est en train d'aller sur la teinturière, celle qui nous fait les couleurs des tissus. Celle à qui on donne les tissus pour teindre.
Donc on va chez elle, elle est dans un quartier qu'on appelle Biafra. Biafra, c'est un quartier juste à côté. Notre styliste collabore régulièrement avec 4 teinturières, toutes à la tête de leurs petites entreprises. Celle de Biafra est spécialisée dans les motifs appelés tableaux ou encore nuages. Ça va. Madame Silla, ça va? Ça va bien? Merci. Ça va bien? Ah bon. C'est l'usine de Patéo. Bon, disons que c'est là qu'elle fait tout. Voilà. Hein? C'est notre maman qui est là. Ah, d'accord. Ça va bien? Ça va. Ah, d'accord. Tout va bien. En fait, là, c'est pas encore sec, mais c'est les couleurs qu'on a demandées. Ça, ça s'appelle le nuage ou les tableaux. C'est comme la peinture qu'on fait. Hein? Vous voyez tout ça. Hein? Vous voyez ici, ils sont encore dans la couleur unie. Là, ils n'ont pas mis encore d'autres colorants. Ils ont juste mis des couleurs. Maintenant, il y a une deuxième couleur qui va venir, ou une troisième couleur qui arrive, pour donner la couleur que nous cherchons. Vous voyez? C'est ça, en fait. Ouais. Il y en a plusieurs. Toutes les couleurs sont là. Ça, c'est le tableau. Nous, on appelle ça le tableau. C'est comme on a fait la peinture. Vous voyez qu'il y a des motifs. Voilà, le tableau. Ouais. Vous voyez, regardez ça, par exemple. Comment c'est magnifique. C'est superbe. Ouais. Il est venu tout blanc aussi. Tous les tissus ici, ça vient tout blanc. Et là, on sort une couleur noire, blanc-noir. Et gris aussi, un peu gris clair aussi. Voilà. Mais l'origine, ça vient tout blanc. Tout vient tout blanc. Règle numéro 1, utiliser des pigments naturels et faire en sorte qu'ils se fixent bien au tissu. Ces derniers ne doivent pas perdre de leur éclat après lavage ou présenter de risques pour la peau. Une tâche minutieuse dont seules les femmes du quartier Biafra ont le secret. Une fois que les couleurs sont prêtes, c'est à Silla de prendre le relais. Sa mission, appliquer les teintures sur les étoffes. Le fils de la patronne exerce ce métier depuis l'âge de 15 ans. Tous les jours, il reproduit les mêmes gestes sous le regard attentif de ses collègues. Il nous faut une semaine pour finir les 20 pièces normalement. Maintenant, si ça dépense les 20 maintenant, on est 15 personnes à travailler dessus. Dans un délai d'une semaine, on peut vous remettre votre tissu. Mais si ça dépasse ça, on essaie de voir le temps. Plissées avec soin, les longues bandes de coton sont prêtes à prendre des couleurs. Dans quelques jours, elles se retrouveront entre les mains des tailleurs de Patéo pour l'ultime transformation. Pour sa prochaine collection, le styliste doit se rendre chez une amie de longue date. Installée au plateau, le quartier d'affaires d'Abidjan, Margot Beignet est dans le commerce du tissu depuis très longtemps. C'est chez elle qu'il s'approvisionne en visco, un textile hollandais très prisé. Margot a du goût, elle est pâtée par le même langage. Quand il cherche des pièces originales, c'est ici qu'il vient et n'est jamais déçu par ce qu'on lui propose. J'ai commencé à vendre le tissu, ça fait depuis 1986. Après mes études, ben, c'est ma tante qui m'a initiée. Et puis après, moi, j'ai pris goût parce que c'est vraiment passionnant, avec les couleurs, les motifs et tout ça. Donc, je me suis vraiment intéressée à ça. Ça m'a vraiment passionnée. Donc, voilà, quoi. Depuis 86 et jusqu'à maintenant, bon. Les tissus, il y en a qui viennent de la Hollande, ce qu'on appelle les was hollandais communément, mais ça, on appelle ça visco. Et puis, il y a les tissus qui sont faits ici. Tout ce qui est woodin est fait ici. Tout ce qui est uniwax est fait ici en Côte d'Ivoire, l'usine est à Yopougon. Donc, je suis cliente là-bas. On nous fait des livraisons. Comme vous voyez, ce que je viens de recevoir, ça vient de là-bas. C'est un marché qui est très bien. Avant, c'était très porteur, mais maintenant, les marges sont très, très, très réduites. C'est comme tous ceux qui vendent le riz, c'est à la quantité. Bon, avant, on n'avait pas tout ce qui était contrefaçon qui venait de la Chine. Donc, on avait vraiment... On travaillait. Maintenant, c'est 3 fois rien. Et puis la concurrence, tout le monde pense qu'on gagne tellement dans le pagne. Donc, tout le monde est dedans. C'est pas professionnel, ça brade. Et ça fait que c'est un peu difficile quand on veut travailler de manière structurée comme nous le faisons.
Mais bon, c'est ma passion, donc je suis dedans, quoi. Visco hollandais, pagne ivoirien ou pièces en provenance du Ghana, difficile de choisir entre les marchandises, pourtant il va falloir trancher. Priorité au nouvel arrivage. Pateo a des modèles bien précis en tête. Il veut de la brillance, des motifs inédits et des textures bien amidonnées. Ça devrait pouvoir se trouver. Margot le guide vers ce qui lui semble le plus approprié. Alors, je suis très contente parce que lui, il a vraiment du goût. Il sait comment mettre le pagne en valeur parce que, vous avez vu maintenant en Europe, il y a beaucoup aux galeries, par exemple, ils ont fait une présentation de tissus africains, des modèles faits dans les pagnes, ils appellent ça ethniques. Bon. Mais il fait de très belles choses et bon, il a une renommée, vous-même vous le connaissez. Donc, ça me fait plaisir quand il vient acheter ici. Quand il arrive, je la grippe. Je dis, je vais me prendre beaucoup aujourd'hui parce que j'ai reçu de belles choses, il faut que tu prennes. Et puis, on se connaît depuis que moi je suis dans le pagne. Il m'a toujours apprécié, moi aussi je l'ai toujours apprécié parce qu'il aime bien comment je travaille. Ami d'abord, client ensuite, Pateo est ici chez lui. Fidèle à cette adresse depuis maintenant 29 ans, le créateur de mode n'est pas prêt de changer ses habitudes. Ça, c'est beaucoup plus, on va dire, tu vois, et puis c'est masculin. Oui, c'est double face. C'est double face. Ouais, elle m'en avait expliqué. C'est magnifique, c'est vrai. C'est joli, hein? Ouais, c'est beau. C'est une des meilleures tenancières des boutiques parce qu'elle, c'est une boutique qui est toujours bien tenue. Les pagnes sont bien exposées. Vous savez, pour payer un tissu, la vendeuse doit convaincre. Vous savez, la façon de présenter le tissu au couturier, ça vous incite à prendre le tissu. Et elle est très forte pour ça. Ce que donneront ces étoffes cousues les unes aux autres, personne ne le sait encore. Mais on le découvrira bien assez tôt sur la toile, en direct d'un défilé ou porté par des célébrités. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié le voyage. Quant à moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour de nouvelles aventures, de nouvelles rencontres et de nouvelles destinations. Les bisous!